Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs. Vous êtes à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires, de débats autour des sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale avec mes chroniqueurs, des hommes de médias, des journalistes et des analystes. Nous revenons donc pour faire l'actualité qui a marqué donc cette semaine au plan national et international. Aujourd'hui, nous allons donc évoquer des sujets au plan national déjà. Il s'agit de la hausse des prix du carburant et du gaz. Le carburant, disons, l'essence passe avec 10 de plus, 10 francs de plus, pour bien dire 10 francs de plus, le gasoil 10 francs de plus, le pétrole 10 francs et 500 francs pour les bouteilles de gaz de 12,5 kg. Nous allons donc revenir pour évoquer ce sujet qui, en tout cas, fait beaucoup de bruit déjà. Et puis, second sujet, nous parlerons donc de ces réformes au niveau de ces réformes scolaires liées au bac et au BPC. Faut-il un examen après le bac pour entrer à l'université ou non? Qui organise ces différents concours et examens? Nous allons donc en parler avec mes invités sur ce plateau. Et puis, troisième sujet sera question de l'opposition et de la majorité, dont on connaît aujourd'hui les compositions, disons les visages en termes d'effectifs. L'opposition avec 32 membres et la majorité 82 membres. Nous allons donc revenir sur ces différentes actualités, mais au plan international africain, c'est le Mali où les poursuites contre le général Aya Sanogo qui était impliqué dans, en tout cas, on va dire, le meurtre de 21 commandos a été donc cette poursuite-là, cette procédure a été abandonnée au nom donc de la loi d'entente nationale de la réconciliation. Nous revenons donc autour de ce plateau pour présenter mes invités. Il s'agit à ma droite de Kietga Blaise. Kietga Blaise est donc journaliste. Il est aujourd'hui promoteur du site YAM FM. Merci Kietga d'être sur ce plateau. Et puis à ma gauche, Lengani Isaka. Lengani Isaka est journaliste, directeur de publication de l'Opinion. Merci Lengani d'être sur ce plateau. Et juste à la gauche de Lengani, Évariste Faustin Konsebo. Il est chroniqueur média, président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme et premier porte-parole du FORAC, Forum Alternatif des citoyens. Merci d'être sur ce plateau. Et puis enfin, dernier invité, André-Eugène Ilboudo, directeur de la radio des écoles. Merci à tous d'être sur ce plateau et merci à ceux qui nous suivent quotidiennement, hebdomadairement, on va dire. Merci à vous. Et puis, on commence ce sujet-là avec la question des prix. Ça vous a tous surpris certainement, le communiqué du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat qui fait un communiqué disant que le comité interministériel de détermination des prix des hydrocarbures a décidé donc que désormais, sur le litre du Super 91, 10 francs de plus, sur le litre donc, du gasoil, 10 francs, sur le litre du pétrole, 10 francs, sur le litre, non pas maintenant, le gaz butane, 12,5 kg, 500 francs de plus. Alors, ce sont des prix, mais le communiqué ne dit pas ce pourquoi il y a ces augmentations. On apprend simplement que, oui, il y a augmentation du cours du gaz sur le marché international. Chaque jour, il y a augmentation. Au niveau de la consommation nationale, on parle de 10% de hausse par an. Et pendant ce temps, la subvention de l'État sur ce coût, et ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut absolument réajuster au risque donc, de faire payer 1 500 francs sur la bouteille. Et l'État a consenti de prendre en charge 1 000 francs et le consommateur 500 francs. Évariste Konsebo, c'est toujours les mêmes arguments? Bon, les mêmes arguments, sauf que cette fois-ci, quand même, depuis plus d'une décennie, c'est la première fois qu'on voit une augmentation assez quand même importante. Mais voyez-vous, ça met mal à l'aise quand on sort et puis on vous dit qu'un comité a décidé des prix. Bon, en l'absence d'une structure, on n'a pas la structure des prix. Mais dans ces structures, il faut voir la part des impôts et des taxes, la marge que les opérateurs gagnent, parce que vous avez des variables sur lesquelles vous pouvez jouer. C'est vrai, on argumente toujours en disant que c'est le cours, le marché international qui varie, mais il y a des moments aussi où le cours est très bas et qu'on engage. Mais moi, en fait, je trouve qu'il faut se reposer la question de l'idée même de la mise en place d'une structure comme la SONABI à travers un monopole. C'est un système de péréquation qui doit se jouer. À l'heure actuelle, moi, je me pose des questions parce que finalement, il y a d'autres enjeux pour l'État. Ça permet à l'État de collecter beaucoup d'argent et de lever des impôts et des taxes de façon indolore à ce que les gens ne le ressentent pas. Est-ce que ce n'est pas plus cet outil de collecte qui est mis en avant plutôt que l'outil de péréquation? Parce que pendant longtemps, on a vu, il y a 2 ou 3 ans, où le cours de ces matières a été très, vraiment en deçà. Mais
au niveau de notre pays, on n'avait rien fait, on avait gardé. Donc, pendant ce temps, ça veut dire que l'État engrangeait beaucoup d'argent. Le système de la péréquation, c'est simple. C'est comme une tirelire où quand il y a des variations positives, vous les stockez, et quand il y a des variations négatives, bon, on compense et puis on essaye de subventionner. Parce que la subvention, c'est pas, en principe, on garde quelque part pour prendre et puis subventionner quand ça ne va pas. Mais là, on nous dit non, l'État subventionne, on a... Bon, je ne dirais pas qu'il y a une opacité totale, mais il faut donner tous les éléments pour que les gens puissent apprécier. Est-ce que finalement, quand on regarde bien, l'État semble ne pas pouvoir aujourd'hui, le service de la subvention semble un peu trop lourd pour l'État aujourd'hui, qui est obligé on ne peut pas dire que c'est lourd dans la mesure où on n'a pas les éléments pour apprécier. Ouais, il estimait qu'il y a 10% de consommation de gaz, par exemple, dans le cas du gaz, 10% d'augmentation par an. C'est vrai que pour le gaz... C'est vrai que pour le gaz, on peut dire que depuis des années, quand même, c'était resté constant. Mais on n'a pas des éléments pour apprécier. Peut-être que... Vous savez, je dis que c'est un poker menteur, on ne dit pas tout. C'est ça le problème, en fait. Moi, je voudrais commencer par l'aspect du gaz, là. Moi, je crois que si on subventionne le gaz, c'est parce qu'on veut que la consommation de gaz augmente. Donc, ça veut dire que c'est une politique qui réussit. Et pourquoi donc condamner, en fait, sanctionner cette politique-là qui réussit? Parce qu'on veut lutter contre la déforestation, contre la coupe à visite du bois, etc. Donc, on dit, bon, il faut orienter les ménages vers le gaz. Bon, et on s'étonne que ça augmente. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne comprends pas. Donc, et je trouve aussi que 500 francs, quand même, c'est vraiment beaucoup sur le gaz de coût. Et n'oublions pas aussi le contexte dans lequel nous sommes, d'une récession économique mondiale incroyable à cause du Covid. Bon, les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts parce qu'ils ne travaillent plus normalement, ils ne peuvent plus travailler normalement pour avoir de quoi subvenir à leurs besoins. Et de l'autre côté, des biens tels que le carburant qui contribuent dans la production augmentent. Moi, je pense que là, il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas sur le plan économique. Peut-être qu'on a besoin qu'on nous explique. Ici, entre le marteau et l'enclume, comme on dit, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Est-ce que là, tel que c'est dit, il ressort un chiffre de pratiquement 1500 francs d'augmentation, si on tient compte du cours international, et l'État a choisi en tout cas de faire supporter 500 francs aux consommateurs et de subventionner les 1000 francs. Est-ce qu'il fallait laisser ou de ne plus importer le gaz? Non, parce qu'on ne reviendrait pas à la coupe non. Moi, je pense que c'est le contexte. Sinon, si c'est dans un milieu, dans un jeu économique tout à fait libre et normal, que le normal, ça peut se comprendre. Mais moi, je mets dedans l'aspect qu'aujourd'hui, le monde est en crise de manière globale. Et donc, les plus touchés, les plus vulnérables sont les populations à la base. Et quand on augmente donc des produits tels que le carburant, surtout en ce qui nous concerne le gaz, je dis qu'on a voulu que les gens aillent vers le gaz, mais si on augmente maintenant, ça veut dire quoi? Ils vont retourner vers le charbon. Et ça veut dire que toutes les politiques tout ce qu'on a voulu depuis des années, on remet tout ça en cause brutalement nous-mêmes. C'est vrai que l'État est entre le marteau et l'enclume, mais l'État est fait pour ça. C'est un de ses rôles. Aujourd'hui, quand on regarde sur le plan sociologique, est-ce que ce sont déjà les effets, comme on avait déjà, certains analystes avaient déjà laissé voir au plan international, qu'il y aurait des effets liés au Covid-19 qui commencent aujourd'hui avec ce que nous voyons, la cherté de la vie, etc. Oui, on pourrait le prendre sur cet angle-là, mais comme en ce qui concerne spécifiquement les augmentations au Burkina, que ce soit au niveau du gaz, que ce soit au niveau donc, du carburant, c'est pas une première. Et tantôt on justifie par l'augmentation donc, du coût du pétrole au niveau international, etc. Mais bon, je pense que c'est déjà une petite tradition au niveau donc, du ministère donc, du Commerce qui est en charge donc, de ces questions-là. Mais l'autre aspect aussi, là où je suis un peu d'accord avec cette justification donc, de la pandémie de Covid, surtout pour nos jeunes économies en Afrique subsaharienne, on remarque que 80% donc, des ménages vivent essentiellement donc, dans le secteur informel, qui est un secteur qui est non seulement au-delà de sa non-structuration, a des difficultés par moment à permettre donc, aux populations de vivre
en tout cas dans des conditions moyennes. Donc je pense qu'il y a au-delà de ces questions-là, il y a aussi effectivement la pandémie du Covid. On a les gens pendant un certain nombre de mois et les gens n'ont pas fait, il n'y a pas eu des activités. Donc certainement, ça va encore endurcir les conditions de vie des populations au sens que quand vous faites un petit bout de temps sans exercer votre activité, et on connaît aussi comment nous vivons en Afrique, donc moi je pense que ça va avoir des conséquences assez difficiles pour déjà des entreprises. Est-ce que vous savez qu'avec la pandémie de Covid, il y a des gens qui sont tombés comme mais qui ne vont plus se relever. Donc je pense que cette augmentation, au-delà du communiqué qui est un peu traditionnel pour annoncer ça, je suis d'accord avec le doyen Kombari, Konsebo plutôt, que ce qui a manqué, c'est l'explication. Parce que quand il y a des situations comme ça, il faut amener les populations à comprendre. Voilà. Et ça aide beaucoup plus, ça permet aussi à un certain moment aussi de ne pas avoir à gérer des questions, en tout cas... des crises de communication. Des crises de communication. Et c'est là que moi, j'en veux beaucoup à certaines de nos institutions. Vous avez des DCPM qui sont dans les ministères, mais après... on se pose la question si ce n'est pas le ministre même qui définit les stratégies de communication. Et il y a des institutions qui sont au Burkina dont les masses populaires ne connaissent même pas leurs attributions. Donc, alors qu'on a tout pour faire la... C'est-à-dire qu'ici, par exemple, sur le volet communication, il aurait fallu qu'il y a une semaine avant, au moins qu'il y ait déjà une préparation de l'opinion, faire comprendre. Peut-être qu'elles accepteraient mieux. Mais bien sûr, puisque non seulement les gens accepteraient, mais les gens comprendront. Parce que le gros problème ici, c'est que souvent aussi, on a des préjugés sur les populations. On dit, bon, c'est des gens qui, même si vous leur offrez le paradis, ils vont toujours dire que non, c'est comme ça, quelle que soit la décision. Mais après aussi, on se rend compte qu'il n'y a pas un travail de fond qui est fait, allant dans le sens d'amener les populations à comprendre les implications d'un certain nombre de mesures. Et surtout que ce sont des mesures d'ordre national, c'est bien que les populations comprennent souvent. André Génie-Liboudo, on a coutume de dire que quand les caisses de l'État sont vides, c'est dans le carburant qu'on part chercher. Est-ce que cela pourrait expliquer, parce que connaissant un peu la situation, la morosité économique, que l'État accepte d'augmenter si vraiment il n'y a pas quelque chose qui ne va pas quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes la récession n'a pas aussi atteint l'État? Moi, j'ai été surpris par deux choses. Que le communiqué là même vienne à l'encontre des autres, 2 jours, 3 jours avant. Parce que généralement, il fut un moment où vous vous réveillez et que c'est à la pompe que vous vous rendez compte qu'il y a une hausse. Maintenant, on vous dit même 2 jours, 3 avant qu'on va augmenter. Ça m'a un petit peu surpris. La deuxième surprise, tout le monde sait que l'État n'a pas opté pour la péréquation. La péréquation, c'est quoi? C'est-à-dire l'État fixe un prix où il ne bouge pas. S'il arrive à acheter moins cher, le surplus, là, c'est lui qui prend. Et il garde. Le jour où ça monte plus cher que le prix, c'est là où il avait pris garder, là, qu'il enlève pour vendre. Mais on a choisi de faire, comme on dit, la vérité des prix. Ça veut dire qu'on achète moins cher, on vous vend moins cher. Le jour où on achète plus cher, on vous vend plus cher. Et c'est cette option-là que l'État a choisi de faire. Donc, pour moi, certainement qu'ils doivent nous dire aujourd'hui, comme Évariste l'a dit, ils n'ont qu'à nous montrer la structure des prix. Certainement que les prix ont augmenté parce que aussi, dû à la Covid, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas et puis est en récession. Mais je ne plaide pas pour l'augmentation. La seule chose que je voudrais demander à l'État, c'est l'augmentation du gaz. Je crois que le gaz, là, on ne doit pas augmenter. Parce que, vous savez, les femmes là, utilisent 2 choses. Les femmes utilisent une boîte d'allumettes et les femmes utilisent un vernis à ongles ou bien crème à rouge à lèvres. Quand vous augmentez le prix des rouges à lèvres et des vernis à ongles, ça ne touche pas toutes les femmes. Mais si vous augmentez le prix de la boîte d'allumettes, vous touchez à tout le monde. Le gaz, le gouvernement est... Pas que les femmes, il y a les fumeurs aussi. Bon, moi je parle du ménage, je parle du ménage. Okay. Le gouvernement dit, nous on veut encourager les gens à utiliser le gaz parce qu'on ne veut pas le changement climatique, on ne veut pas que l'on déforeste, etc., etc. Ça veut dire que le gaz, là, à la limite de le distribuer d'une manière gratuite, si on avait la possibilité là, on devrait faire en sorte que quelqu'un n'ait pas envie d'aller acheter du charbon, parce que le gaz coûte moins cher que même le charbon. Alors finalement, est-ce qu'on n'est pas dans
dans un guêpier, c'est-à-dire qu'on fait la promotion du gaz pour protéger l'environnement, la nature, les arbres. Et maintenant, on se rend compte que la consommation, la politique a marché, comme disait Lengani. On est victime de ce Aujourd'hui, succès. on ne peut plus fournir le gaz comme il le faut tant qu'on n'a pas aussi laissé augmenter. Mais vous savez, c'est pourquoi je dis, c'est à l'État de choisir, savoir ce que l'État veut et de s'y arrimer. Si nous pensons que la protection de la nature, qui nous appartient mais qui appartient à notre petit-fils, est plus importante que le rouge à lèvres ou les vernis à ongles de nos femmes, c'est à nous de faire en sorte que les vernis à ongles subventionnent les prix de boîtes d'allumettes. C'est une politique à choisir. Et c'est pourquoi je pense que les économistes devraient peut-être aider nos États à la meilleure réflexion pour dire, parce que chaque fois que vous faites quelque chose, il y a des avantages et des inconvénients. Hein. Mais aujourd'hui, je dis, augmenter le prix du gaz jusqu'à 500 francs. Vous mettez... Mais ça ne concerne que les bouteilles de 5 kilos. Oui, les 6 kilos sont pas mais ça veut dire que vous détruisez tout ce que vous avez fait 20 ans pour construire. C'est comme si aujourd'hui vous construisez une maison et puis demain matin vous mettez une bombe en dessous de votre maison et vous la faites exploser. D'accord. Alors, question maintenant, on sait aussi que quand on augmente à gauche, il y a des effets pervers forcément à droite. Il y a peut-être un effet d'entraînement, il y aura peut-être une hausse généralisée. Si on a augmenté le carburant, donc le transport peut augmenter, la farine peut augmenter, donc le pain peut augmenter, les denrées sur le marché qui sont transportées peuvent aussi augmenter. Non, ce qui est sûr, le phénomène en fait avec l'énergie, c'est que ça touche à tous les secteurs, tous les domaines. Maintenant, c'est vrai qu'on constate que c'est dans des proportions de 10 francs le litre. Ce qui veut dire qu'en termes d'inflation, ça ne va quand même pas générer une inflation très excessive à même de jouer sur l'économie. Mais c'est vrai que la plus grande inquiétude concernant le contexte sahélien et burkinabé, c'est le gaz, parce que ça risque quand même d'avoir des effets très pervers. Et je ne sais pas comment, et comme Eugène l'a dit effectivement, en pareille circonstance, peut-être qu'il faut bien réfléchir et voir si on pouvait peut-être utiliser d'autres ressources ailleurs pour subventionner et faire en sorte de maintenir. Parce que ça, c'est une question quand même vitale. Hein, ça touche à la question de l'environnement. C'est ça, en fait. Ketka ? Non, c'est vrai que cette question de l'environnement, là, il y a un petit bémol que je vais mettre là-dessus parce que quand on regarde aussi, on n'est pas aussi très engagé dans ce sens-là en matière donc, de protection des... toutes les conventions. Voilà, non, regardez Bangroyogo, prenez l'exemple de Bangroyogo aujourd'hui, on parle même de trucs, regardez Bangroyogo qui est en train de mourir. Allez-y un peu, vous voyez, ces temps-ci, il y a des arbres qu'on avait, on voyait un peu partout, c'est en train de disparaître. Avec aujourd'hui, donc, les questions immobilières, il y a beaucoup de plantes. En Cuba, au Cuba plutôt, ils avaient ce qu'on appelait la comptabilité forestière. Je sais qu'il y a un Burkinabé qui avait eu la chance quand même d'étudier ça et qui réfléchissait donc à un mécanisme dans ce sens-là. Au-delà des questions environnementales dont moi je pense qu'on n'est pas forcément... on le dit, mais dans la pratique, on n'est pas forcément des modèles en matière donc, de protection donc, de l'environnement. Mais au-delà, je veux dire que pour la question des différentes augmentations, là, il faut qu'on arrive à un certain moment à accepter un certain nombre de choses. En temps, on avait dit qu'on avait fait un certain nombre d'augmentations parce que l'État devait à la Sonabi. Voilà, et ça avait été évoqué à un certain temps, je ne me rappelle pas très bien de la période. Bon, ça nous amène à nous dire quoi? Est-ce qu'on travaille véritablement à un certain moment à avoir des alternatives? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne va pas réfléchir à des alternatives? Est-ce qu'aujourd'hui, nos ingénieurs dans ces différents domaines-là ne vont pas commencer à réfléchir pour que nous soyons de plus en plus aussi, autonomes? Aujourd'hui, on est un pays, par exemple, quand je prends l'exemple du solaire, aujourd'hui, on a le soleil. Comment est-ce qu'on met en place des mécanismes pour devenir de moins en moins dépendant en matière d'énergie thermique? Donc, moi, je me dis que je sens qu'on veut continuer, en fait, à alimenter les économies des pays développés. J'ai échangé avec un homme un monsieur qui travaille dans le pétrole, et il me disait que, est-ce que je sais que, par exemple, le litre, à la base, le litre, ça ne dépasse pas 250, 225.
Et ça, c'est documenté dans beaucoup de magazines, c'est connu de tous. Mais après, vous avez un État super puissant qui revendique ça et qui dit, bon, c'est à tel niveau, voilà ce que nous, on fait comme effort. Mais dans les faits, on sait que... Mais c'est des transactions jusqu'au consommateur, il y a des taxes, il y a des prix. Oui, mais on va pas... Mais toute cette machine qui tourne là, je suis vrai qu'à quelque part, ça fait de l'emploi, ça fait beaucoup de... C'est tout un circuit, etc. Mais je me dis aussi qu'il faut qu'on travaille à être de moins en moins dépendant de ces mécanismes-là. Lengani? Bon, moi, pour revenir à la mesure elle-même, moi, je trouve que... bon, c'est comme... Ça doit faire un tout. C'est-à-dire ça, quand on touche un domaine, il faut voir la répercussion sur les autres aspects. Bon, d'abord, on se connaît dans ce pays-là. Dès demain, tous les prix vont augmenter. Ça, c'est clair. Les transporteurs vont augmenter. On va vouloir augmenter le kilo du riz. On va vouloir augmenter ceci, cela, etc. Donc, il y a tout cet environnement qu'il faut voir comment maîtriser pour qu'il n'y ait pas des... c'est ça, pour qu'il n'y ait pas de fausses hausses par rapport au fait qu'il y ait eu différence sur le litre. Ensuite, bon, quand on choisit d'augmenter le 12 litres 5, le 12 kg 5, qu'est-ce que ça dit? On veut pousser les gens vers la consommation du petit gaz. Auquel cas, est-ce qu'on a pris des mesures pour importer, pour avoir suffisamment de petites bouteilles? Parce que justement, les 2 fois 6, ça fait le 12. Ah ouais, donc autant aller payer 2 fois 6 au même prix. Exactement. Si vous mettez 500 sur le 12, mais les gens vont se rabattre sur ce qui n'a pas bougé. Mais est-ce qu'on a prévu d'augmenter le nombre de bouteilles pour que ce soit accessible? Ça m'étonnerait. Donc, c'est pour dire que, bon, il ne faut pas prendre des mesures à la mesurette comme ça. Il faut voir un ensemble, il faut voir l'ensemble du secteur pour voir ce qu'on fait exactement. Sinon, comme ça, là, on risque de se créer des problèmes. Je dis que par rapport à la question de prospective en termes d'énergie, vous voyez que ce débat-là actuellement a cours dans les pays développés, entre griffes, comme on dit, mais en Afrique subsaharienne, peut-être en dehors de l'Afrique du Sud, où je sais qu'ils ont expérimenté un peu d'autres sources. Ici, nous sommes très, très dépendants. C'est vrai que concernant donc les consommations domestiques, on tente de développer le solaire avec toute une panoplie de mesures fiscales et tout, pour permettre aux gens peut-être d'accéder. Ça va décharger un peu la sonabelle des consommations domestiques, mais pour engager vraiment un vrai débat en profondeur sur des sources d'énergie durables, en Afrique, Burkina n'est pas le seul. On est très fortement dépendant. Mais maintenant, là où je suis d'accord, c'est que, comme Eugène bien l'a dit, la SONABI ne joue plus son rôle de péréquation. Vous savez, à l'époque, il faisait partie des grandes structures comme l'ONAC, qui a plein de la caisse de péréquation pour le riz et autres. Bon, maintenant, il faut peut-être se poser la question et faire peut-être des études pour voir si, à l'heure actuelle, il est opportun. Peut-être que c'est mieux d'ouvrir, de libéraliser. Peut-être qu'on aura donc ces ressources-là moins chères que si on garde la formule actuelle. Le débat peut-être doit s'orienter vers ça. D'accord. Merci à vous. On continue. Je voulais ajouter quelque chose. J'ai discuté avec quelqu'un dans un pays asiatique. Et on parlait en fait des motos. Vous savez que le Burkina Faso importe à peu près 150 000 à 200 000 motos par an. OK. Je dis, mais moi je ne comprends pas pourquoi nous, on ne se met pas à réfléchir comment fabriquer une moto made in Burkina. Je posais la question. Il me dit non, que tu sais, en fait, il y a comment on appelle, il y a un mécanisme que les pays développés ont mis en place pour nous permettre d'être toujours dépendants. Je vous prends un exemple. Je vous prends un exemple, grand frère. Quand vous prenez la moto à l'usine, avant que la moto n'arrive au Burkina Faso, elle fait 5 à 4 fois, pour ne pas dire 6 fois, le prix. Plus cher. Et en fait, c'est fait. Comme nous, on a eu la chance de faire un petit séjour en Chine. Quelle est la relation avec le Mais c'est une relation parce que c'est la même dynamique. Je vais vous donner un exemple simple. Vous prenez par exemple les motos sur lesquelles nous roulons ici, là. Dans ces pays développés, là, si vous roulez ça dans la capitale, ou si ce n'est pas dans les pays, mais dans les provinces où il y a ces industries-là, vous prenez les motos que nous on a ici, c'est pas, par exemple le cas de la Chine, si ce n'est pas à Ganzhou et autres, vous arrivez à Beijing, vous n'allez même pas voir quelqu'un rouler ça. Parce qu'on dit que ça pollue l'environnement, ils sont sur des motos électriques.
Je vais dire simplement qu'il faut qu'à un certain moment aussi, au même moment qu'on sait qu'on est dans des économies un peu faibles, au même moment qu'on fait ça, il faut qu'on se mette un peu aussi à être indépendant. Mais la question ici, c'est comment on règle notre problème de carburant qui monte, qui fluctue à chaque moment. Laissez-moi quand même aller un peu dans le sens. Je comprends bien le fond du problème qui pose sur les motos, mais je connais bien parce que j'ai travaillé un peu dans le domaine. Dans le temps, ici, il y avait une des fleurons de l'économie qu'on appelait la CIFA. Alors, la CIFA, si on avait continué, il y avait deux types. Par exemple, les Yamaha Dam, il y en a qui étaient importés et d'autres qui étaient montés. On amenait les pièces dans les caisses. Et il y avait une usine qui créait de la valeur ajoutée. Ça formait des gens et c'était une des entreprises les plus structurées. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On l'a démantelé. C'est la volonté politique, en fait, je pense. Et c'est pour cela que moi, je ne suis pas prompt toujours à accuser les autres. Parce que personne n'est venu nous obliger. Et je me rappelle même concernant la CIFA, Paul Kagame, le président Kagame, était en visite. Et pour lui montrer un exemple vraiment de quelque chose qui marchait au Burkina, il est allé visiter la CIFA à Bobo. D'accord, mais pour le carburant, comment on fait? Parce que c'est ça c'est la volonté politique. Même si les motos sont importées, au moins qu'on ait... Il faut avoir la volonté politique de définir des stratégies et faire la recherche. C'est la recherche, en fait. Mais Loukman, c'est la recherche. Vous savez, il y a des implications. Mais je vous prends un exemple très simple. On a parlé des 300 bus qui doivent venir renforcer en fait le parc. Non. Mais au-delà de ça, il y a par exemple des spécialistes de la santé qui disent que par exemple, on a des maladies, récurremment des maladies aujourd'hui parce que, bon, avec le déplacement, etc. Donc, je me dis que c'est réfléchir vers des alternatives, réfléchir vers une certaine autonomisation. Ça va encore nous permettre d'éviter beaucoup de choses. Pour le carburant, l'essence, le gasoil, le pétrole, comment nous, on peut, si on reste dans cette perspective d'autonomiser, comment on peut s'autonomiser? On n'a pas de puits de pétrole ici. Non, vous savez, comment on fait? Ceux qui font de la prospective, hein, réfléchissent par rapport à 50 ans, même 100 ans. Le problème des Africains, c'est que quand tu leur demandes même de réfléchir pour l'année prochaine, ils te disent, mais je ne suis même pas sûr d'être là après-demain, tu me demandes de parler dans un an. Or, il y a des gens qui réfléchissent. Aujourd'hui, regardez au Burkina. Vous avez déjà vu souvent, il y a les Chinois vous fabriquent un parapluie où tu portes ça sur la tête seulement pour couvrir ta tête. Moi, je me suis demandé pourquoi les Burkinabés n'auraient pas pu un jour fabriquer un parapluie climatisé avec le soleil. Ça veut dire que si vous avez de la perspective, vous avez de la prospective, les jeunes qui sont à l'école qui font la technique là, vous pouvez les encourager à fabriquer de petits trucs. Mais oui, voilà l'exemple, c'est le chapeau de saponnais. On va le climatiser. On va pas quitter le sujet. On va pas quitter notre sujet. Vous parlez de l'innovation. On ne parle pas de l'innovation. L'innovation, c'est la recherche. Qu'est-ce qu'on peut faire? La volonté. Aujourd'hui, le carburant a augmenté. C'est une question fondamentale qui peut aussi entraîner notre... Il faut fédérer. C'est-à-dire, ces questions-là, on doit les résoudre de façon sous-régionale. C'est-à-dire, le Nigeria, ça produit du pétrole. Le Tchad, ça produit. Mais les Africains sont incapables. Pour ces questions-là, il faut s'unir. Si on arrivait à s'unir, forcément, on pourrait donc trouver des solutions. La solution réside dans ça. Oui. D'accord. Alors, merci à vous. On continue ce débat. Sur une autre question aussi qui parle de réforme, bien sûr, au niveau scolaire. On a entendu... on a vu des élèves sortis dans les rues, on a vu un débat qui a eu lieu, peut-être un débat intellectuel, sur des réformes liées à l'organisation du bac, qui ne serait plus du ministère des Enseignements supérieurs, mais qui devait être rétrocédé au ministère de l'Éducation nationale. Ensuite, il est dit qu'il fallait donc, après le bac, passer un autre test pour entrer à l'université. Il y a plein de choses qui se disent en même temps. Le ministre Ouarou, donc de l'enseignement, de l'éducation nationale, a coupé court récemment. Il a dit qu'il voulait rassurer les acteurs de l'éducation que les modalités d'accès à l'université ne connaîtront pas de changement, comme c'est le cas dans des pays comme le Mali. Voilà, donc, et il a dit que cette année, le bac sera organisé toujours par le ministère de l'enseignement supérieur. André Génie Boudot, qu'est-ce qui se passe au fond dans cette affaire? De quoi s'agit-il? Écoutez, pour deux raisons, je me trouve un petit peu quand même dans le problème. Parce que j'ai été l'une des personnes qui a écrit une lettre officielle ouverte au ministère de l'Éducation, des enseignements secondaires, pour lui demander de remettre le bac à ses vrais propriétaires, qui sont les enseignants du secondaire. Et quand ça a été fait, j'ai écrit pour remercier de dire au moins vous nous avez rendu justice. Donc je suis au cœur du problème. La deuxième des choses, c'est que je suis dans l'éducation, je suis l'éducation. Mais quand cette affaire est parue, d'abord quand on dit qu'on réforme le bac,
C'est faux. On ne réforme pas le bac. Et je vais situer ceux qui font les débats dans ça. Il y a 5 catégories de personnes qui parlent de cette affaire-là. La première catégorie, c'est ceux qui savent que ce que l'on dit est vrai. Mais comme ils ne veulent pas de problème, ils ne mettent pas leur bouche dedans, comme on dit. C'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est ceux qui disent, nous, on n'aime pas le gouvernement, et notamment Roch. Et donc, tout ce qu'il fait là est mauvais. Donc, nous, on ne va jamais accepter qu'il fasse quelque chose. La troisième catégorie de personnes, c'est ceux qui savent qu'ils n'ont pas raison. Mais si on leur laisse expliquer l'affaire là, ils vont être obligés de dire oui, vous avez raison. Or, ils ne veulent pas ça. Quatrième catégorie de personnes, ils ne connaissent pas, ils demandent à ce qu'on leur explique. Et la cinquième catégorie de personnes, c'est ceux qui savent qu'on nous avait menti, on revient à la lumière et pour parler. Maintenant, la lumière, c'est quoi? J'ai dit maintenant pour la réforme du bac. J'ai dit il ne faut pas parler de réforme du bac. Parce que c'est le décret 23 du 1er février qui fait attribution, qui donne les attributions de chaque membre du gouvernement. Il y a 56 pages des attributions des membres du gouvernement. À la page 15, ça concerne les tâches du ministère de l'Éducation, du ministre de l'Éducation nationale. Et on dit, il est chargé d'organiser les examens du primaire, du post-primaire et du secondaire. Et on ajoute un 13e tiret d'organiser le bac. Voici la phrase. On ne devait même pas mettre ça. Mais comme le bac était organisé par le supérieur, on a cru bon de lui dire, bon, il faut prendre le bac là organisé. Maintenant, les gens disent, on a écrit un décret pour réformer le bac. Est-ce que quelqu'un peut nous montrer ce décret? Ça n'existe pas. La petite phrase là, c'est d'organiser le bac. Les pêcheurs en eau trouble ont monté en épingle pour dire, on a écrit un décret pour réformer le bac. Ce décret là n'existe pas. Première certitude. Deuxième chose, on nous dit, ah, si nous on remet le bac là au MENAPELEN et que le bac n'est plus décidé, n'est plus signé par le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs, les élèves vont être obligés de passer un test. Et là aussi, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le ministre dit, au Burkina, on dit là, nous, on va regarder les faits. Il y a des gens qui passent le bac au Mali, au Bénin et en Côte d'Ivoire, comme ce que le gouvernement veut faire actuellement. Quand ils gagnent leur bac là-bas, ils viennent au Burkina depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans là. Est-ce que vous avez déjà entendu qu'il y a quelqu'un qui a passé un concours pour entrer dans notre université? On va conclure là. Le bac n'est pas réformé. Quand on a le bac, tu pars à l'université. On part à l'université et que même si on devait retrousser l'organisation au ministère de l'Éducation, il n'y avait pas de tests à faire après. Pas du tout. Donc, personne n'a écrit, personne n'a dit. dit. Maintenant, l'argument pour dire qu'il faut remettre le bac à ses vrais propriétaires, comme j'ai dit. On va y revenir. On va laisser sur Lengani Isaka sur cette question, ce débat qui a lieu et aussi le problème qui est posé. Qu'est-ce qui se passe au fond? Pourquoi il y a un tel débat? Si on regarde bien dans les faits, apparemment, il ne doit pas y avoir de débat. Que ce soit normal que le ministère de l'Éducation nationale organise le bac, le BPC, etc. Il ne verrait pas de problème. Pourquoi il y a tant de bisbilles autour de cette question? Ouais, ça, c'est vraiment le propre des Burkinabés. Hein. On a là d'embrouiller tout ce qui est clair. Sinon, bon, dans cette affaire, effectivement, tout le monde sait que le bac est matériellement organisé par le secondaire. Le supérieur n'intervient sans doute qu'au niveau des présidents des jurys. Bon. Et si c'est comme ça, bon, moi je ne vois même pas où se trouve. Pourquoi c'est sur le sexe des gens que de vouloir dire que c'est un diplôme qui relève du supérieur. Il ne sanctionne pas des cours du supérieur. Il ne sanctionne pas l'enseignement prodigué par des enseignants du supérieur. Donc il n'y a pas de raison que brutalement, au niveau donc, de la dénomination, ça monte au supérieur. Et comme l'a dit Eugène, ailleurs, des étudiants reviennent d'autres pays avec des bacs qui sont organisés dans des conditions autres que les nôtres, c'est-à-dire pas le secondaire, et bon, on les prend sans problème. Et il n'y a pas, je ne vois pas pourquoi faut-il que parce que le bac serait organisé par le secondaire, qu'il faille passer un concours pour entrer à l'université. Comme si le fait que ce soit organisé là, ça interdit automatiquement d'aller à l'université avec ce parchemin. Et puis bon,
Mais on Je peut crois aussi que c'est poser la question surtout... dans un autre sens. Pourquoi le ministère, le secondaire veut organiser le bac si déjà le supérieur l'organise si bien? Pourquoi? Justement, ce n'est pas le supérieur qui l'organise dans les faits. C'est les enseignants du secondaire, ceux qui ont formé les enfants, ceux qui les évaluent à la fin. Et ils sont les seuls à pouvoir les évaluer effectivement. C'est ça. Donc, ce faisant-là, bon, pourquoi donc le gars du supérieur veut que ça reste chez eux? C'est ça aussi qu'on peut se poser comme question. Il y a toujours quelque chose qui n'est pas clair dans cette affaire. Combien coûte au juste l'organisation de ces élections? On va aussi regarder de ce côté. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Parce que souvent on dit quand il y a beaucoup de problèmes, c'est que ça tourne autour de l'argent. Est-ce que ce n'est pas un problème, j'allais dire, lié un peu à la gestion de tout ce qu'il y a autour de l'organisation des élections, questions financières, questions des marchés, questions de commandes? Est-ce qu'il n'y a pas tout ça au fond? Mais au fond, c'est ça c'est ça qui fait que une question, si vous voyez une question qui ne doit pas souffrir de polémique et qui fait la polémique aujourd'hui au Burkina Faso, vous fouillez en bas la raison. Il y a un groupe d'intérêt, il y a du business, il y a du Java comme on aime le dire, pour parler le langage trivial du burkinabé. Moi, je me pose souvent la question, est-ce qu'on va continuer à jeter dans l'opinion des débats qui n'en valent pas la peine comme ça? Aujourd'hui, les vraies questions qu'on doit poser au niveau de l'éducation, c'est est-ce qu'on ne doit pas réfléchir vers des écoles polytechniques? Est-ce qu'il ne faut pas harmoniser les choses? Est-ce qu'il ne faut pas commencer à l'université, depuis la classe de seconde, à faire un certain nombre de réformes pour espérer un jour qu'on ait, par exemple, à Houndé, on ait des ouvriers qualifiés, des gens dans le domaine du textile, jusqu'à des agriculteurs professionnels. Moi, je me dis aussi que sinon, cette question-là, ça ne s'ouvre pas de débat. Même si le truc du bac, c'est écrit quoi? C'est un grade. Le bac, c'est un grade. Ça veut dire que si quelqu'un gagne le bac et qu'il n'arrive pas à l'université, il peut dire qu'il est étudiant. Parce que j'ai eu le bac, je suis étudiant d'office, sans avoir fait une université. Non, moi, je ne comprends pas. Je ne sais même pas où se situe même la polémique. De toute façon, moi, je reste convaincu que c'est pour... Et vous savez, on est au Burkina Faso et on sait que ces genres de situations, l'organisation, que ce soit du CEP, que ce soit du BAC, que ce soit du BPC, là, il y a toujours un certain nombre de groupes d'intérêt qui se greffent autour de ça. Et en rétrocédant ça, en revenant sur la mesure dont parlait le doyen ici, ça va certainement bousculer les intérêts. On apprend que, par exemple, au niveau du CP, c'est autour de 6 milliards pour l'organisation. Mais oui, imaginez, le BPC, on parle de souvent 8, 12 milliards et tout. On prend de l'argent, on forme des gens avec des diplômes aujourd'hui même, qui sont des diplômes même remis en cause. Donc moi, je pense que remise en cause par le marché de l'emploi et le terrain. Je pense que les vraies questions aujourd'hui, c'est de réveiller en fait cette décision qui avait été prise par rapport aux États généraux de l'éducation, c'est de poser les vraies questions de fond aujourd'hui du monde éducatif et de voir dans quelle mesure on va préparer un certain nombre de Burkinabés pour s'attaquer aux défis du développement. Sinon, c'est question de... Qu'est-ce que l'Office national du bac rattaché donc à l'enseignement supérieur organise? Que ce soit le ministère donc, de l'Éducation nationale qui organise. Moi, je ne vois pas où est-ce que ça pose problème. Vous ne pouvez pas continuer à recevoir des gens qui viennent d'autres pays avec une institution du secondaire qui organise. Et vous, ici, vous refusez, par exemple, que cette même institution organise les trucs. Moi, je pense que ça va de soi, quoi. Évariste Konsebo. J'avoue que j'étais un peu déçu de la qualité, de la tournure des débats. J'ai pris un peu le débat sur une radio. Surtout que les enfants étaient dans la rue, voilà, on a vu récemment à Fada, à Ouaga. Je me suis donné, mais attendez, le Burkina évolue dans le cadre quand même des accords. L'UMOA, il y a tout ça. Et plus, les premiers responsables quand même de l'éducation, c'est quand même des pointures en matière quand même d'éducation. Ils ne peuvent pas quand même... je ne sais pas, être auteur de toutes ces dérives. Et en plus, là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est vrai qu'on a politisé un débat inutilement et ça a pris de l'ampleur avec une rumeur qu'on a laissé vraiment enfler pour rien du tout. Voilà. Et moi, en fait, ce qui m'a fait mal, c'est qu'on a laissé des vrais problèmes, notamment la normalisation des années
académiques, ça c'est des vrais problèmes, c'est des vrais sujets. Et finalement, je me suis demandé quel était l'enjeu en fait. Alors, la question c'était, pour parler comme de la rumeur qui n'est pas, pour préciser c'est la rumeur, c'est que le bac, pour certains, c'est le premier diplôme de l'université et pour d'autres, ce n'est pas le premier diplôme. Mais là, monsieur Loukman, vous savez très bien qu'on est rentré dans un système de réforme LMD. Quand on dit LMD, le premier diplôme de l'université, c'est quoi? C'est la licence. Ça, il n'y a pas de débat. Non, mais attendez. Maintenant, Attendez. bon, je ne sais pas honnêtement, mais j'avoue que vraiment... Donc, je peux dire- poser aussi la question. Est-ce que ça voudrait dire pour ceux peut-être qui disent que c'est le premier, mais je poserai aussi pour ceux qui disent que ce n'est pas le premier. Est-ce que si c'est le premier diplôme, ça voudrait dire qu'en classe de CM2, en classe de terminale, on est à l'université? C'est la première classe. Attendez, non, vous faites bien de poser la question. Je vais répondre à une question. Nous avons l'avantage d'avoir Évariste Conservo, qui est docteur en 1. Je lui pose la question, est-ce que quand vous avez déjà fait votre curriculum vitae et on vous demande de marquer dans la case vos diplômes universitaires, vous avez mis premier diplôme le bac? Non, pas du tout. Non, mais vos aptitudes, là, on vous a évalué sur quoi? Est-ce qu'on vous a Donc, évalué? ça veut dire que- Est-ce qu'on vous a évalué même? Non, la question est très simple. Non, je vais dire, tous ceux qui pêchent en autre bout là, On vous a ils me évalué, fatiguent pour on les... vous a Maintenant, évalué pour vous donner le bac, maintenant, là. je... À partir de quelle Non, connaissance? maintenant, si vous demandez... Attends, Est-ce je que voulais... ce n'est pas Si vous permettez la valorisation du bac qui Non. voudrait dire que c'est le premier diplôme qui donne accès à l'université? Est-ce que c'est pas ça? Ce qui valorise le bac, c'est ce que vous avez reçu comme enseignement. C'est le programme d'enseignement. C'est ça qui valorise votre bac. Si vous étudiez 1+1 là, même si c'est le président Roch qui signe votre diplôme de bac là, et on dit que vous avez eu le bac parce que vous avez appris 1+1 là, quelqu'un va vous dire que votre bac là n'est En pas... revanche, n'est ce pas- que je n'ai pas compris... Si je peux terminer seulement quelque chose. Pour la question de l'argent, vous savez que le bac, chaque étudiant, chaque élève de terminale paye 15 000 francs pour passer le bac. Et les gens qui viennent de l'extérieur payent 25 000 francs. Et le bac, pour l'organiser, coûte 45 000 francs à l'État. Ça veut dire que l'État met 30 000 francs par chaque étudiant pour qu'il puisse passer le bac. Multipliez 45 000 par 50 000 étudiants qui passent le bac, vous avez 22 milliards de budget pour faire ça. Je comprends que les gens qui passent des vacances dorées en partant superviser le bac à FADA ne veulent pas qu'on y touche. Donc, sur la question de l'argent, il y a des enjeux qui sont là. Ceux qui fabriquent les enveloppes pathétiques à l'université, c'est un gros marché. Mais les gens ne peuvent pas évoquer ça. Moi, je dis maintenant, pourquoi on dit que le bac doit être organisé par le MENAPLN et on doit s'arrêter là? Mais peut-être, dans tous les cas, si on ramène ça au niveau du MENA aussi, c'est J'ai le dit même c'est- facteur. Oui, Ce bien sont les sûr, à mêmes distribuer, mais ça c'est... Peut-être que c'est au niveau peut-être aussi de la communication du ministère, parce qu'on a dit que c'était une promesse de campagne. Mais c'est là aussi que... Maintenant, Non, bon, les gens- je me dis aussi que au-delà de cette histoire de promesse de campagne, c'est que peut-être un certain nombre d'acteurs n'ont pas peut-être compris le fond du problème à la base. Maintenant, je me dis que c'est... Moi, j'aime dire souvent le malheur de nos pays. Alors, le et ministre vous Ouattara a dites de dit ne que pas en parler. pour 2022, pour les échéances 2022, le bac sera organisé par le MENA. C'est là qu'il a dit que c'est un engagement de Monsieur Loukman, campagne. Il faut laisser. électorale, donc Il faut laisser. On va dire des choses. Le ministre Ouattara, en disant que c'est une campagne, c'est une promesse de campagne. de campagne, je crois que c'est comme tous les ministres. Chaque fois qu'ils veulent ouvrir la bouche, il faut qu'ils mettent le nom du président dedans. Je dis il faut arrêter. C'est depuis les États généraux de 1994, les États généraux de l'éducation de 1994, qu'on a demandé de réformer le bac. Avant même, le président Roch n'était pas encore candidat à la présidentielle, n'en parlant pas d'avoir un mandat. Donc je pense qu'il faut laisser le nom du président là tranquille. Et chaque fois, parler. En tout état de cause, le ministre lui-même l'a dit que, parce que bon, c'est pas réforme entre griffes, que ce qui est le changement en fait d'organisation, ça n'impacte ni la qualité ni le mode d'accès à l'université. Ça, c'est essentiel. Maintenant, c'est vrai qu'à la lumière de l'explication d'André Eugène, il se trouve qu'il y a des intérêts et des enjeux qui se trouvent ailleurs et qui sont que pécuniaires. Voilà. D'accord. Lengari, pour terminer sur cette Bon. question. Je vais aussi dans le ridicule, hein, parce que c'est un débat ridicule, hein, ça, il faut le dire. Parce qu'effectivement, on le dit, mais comment peut-on dire que c'est un diplôme universitaire? C'est-à-dire, tu commences un cycle par un diplôme.
C'est quand même incroyable. C'est vraiment incroyable. Merci. Merci. Donc, Mais on n'a même pas parlé des autres réformes maintenant qui sont de vraies réformes. Pour le CPE, pour le BPC, c'est là qu'on devrait en parler vraiment, quand ça existe. tout à fait. Je voulais que je vous en dise un Très mot. rapidement, c'est ça aussi. Parce que... Très rapidement. D'abord, le certificat d'études. Vous savez que le certificat d'études était organisé par les chefs de circonscription, les inspecteurs. L'école, on a beaucoup d'écoles que les inspecteurs que l'on a comme ces CEB-là ne suffisent plus à présider les jurys. Donc, on va demander à d'autres personnes de venir les aider à faire le CP. Et on dit, il faut écrire une loi. Parce que comme les Burkinabés, on se connaît, si on ne dit pas que si tu finis le dossier, le BPC, et que tu prends les dossiers du CP, tu mets dans ton sac et tu pars en voyage là, c'est un crime, on va te poursuivre là. Il y a des Burkinabés qui vont faire ça. Voici une vraie réforme pour empêcher que les gens ne fuient avec les dossiers. Deuxièmement, un décret dit, la loi dit que les enfants du Burkinabé de 0 à 16 ans ont droit à l'éducation gratuite. Or, on s'était arrêté à 14 ans. L'État dit, mais on va se conformer à la loi, donc maintenant, on va aller jusqu'à 16 ans. Que tu aies le BPC à 15 ans, que tu passes un examen à 15 ans, ou bien même à 16 ans, l'État va t'aider. Ça, ce n'est pas une vraie réforme. Et ça, on devrait applaudir, mais on n'en parle pas. On parle maintenant du BPC. Les gens ont dit que quelqu'un a dit que le BPC, là, c'est maintenant un seul tour et qu'il n'y a pas de second tour. Voici le décret 378 du 17 décembre. Voici le décret. Article 5. L'examen du BPC se déroule en une seule session annuelle et en 2 tours. Donc, C'est le débat est clos. Les gens... Merci, merci. Donc, il n'y a pas de débat. Non, vraiment, c'est dommage pour les Burkinabés. Les textes disent, tout ce qui se dit. Voilà. Merci. Donc, les enfants peuvent repartir à l'école tranquillement. C'est ce que ça voudrait dire. Merci à vous. Non, ils ne lisent pas, en fait, les gens. Les gens ont confondu une session à un tour. On parlait tout de suite de la nécessité des réformes. Là. Tout dernièrement, je parlais de ça, les étudiants qui se suicidaient ces 2 jours-là. Voilà des sujets d'intérêt national qui peuvent poser le débat et demander la contribution des uns des autres. D'accord. Voilà, donc, bon. Merci. Il y a beaucoup de drogue aussi dans le système scolaire. Que ça aussi, ce n'est pas une cause des suicides. Non, merci. Le sujet des affaires sociales, et vous d'accord. en savez. Ok, d'accord. Il y a aussi de la drogue aussi qui circule. Merci à vous. On parle politique cette fois-ci avec l'opposition et la majorité. On connaît un peu la configuration que ça donne. On en a parlé un peu. Mais là, on a des chiffres. 82 partis pour la majorité et 32 partis pour l'opposition. Si, on se disait que si c'était dans un combat, un face-à-face, voilà, l'opposition serait terrassée au moins 2 ou 3 fois. Et les Ghani, en même temps, on voit aussi, on voit cette composition-là. Qu'est-ce que ça, la balance est totalement déséquilibrée. Est-ce que ça pourrait avoir un effet très négatif sur je pense que, la démocratie? De mon point de vue, il faut plutôt jouer sur la qualité des partis plutôt que sur le nombre. Le nombre, on a compris que peut-être la situation économique, le Covid aidant, les gens ont des difficultés à survivre. Donc, on se dit qu'en allant avec le pouvoir, on pourrait grappiller quelques subsides pour pouvoir joindre les 2 bouts. Sinon, sur le plan politique, rien n'explique que des partis qui ne partagent pas la social-démocratie se retrouvent à côtoyer les messieurs de la social-démocratie et même des socialistes. Mais est-ce que ce n'est pas plutôt la variable insurrectionnelle qu'il faut voir? Oui, est-ce que la plupart, ce mouvement-là n'est pas lié au fait qu'il y a une sorte de corporatisme qui se fait? J'en viens. Bon, on a un peu l'impression, en regardant les grands partis, qu'effectivement on est en train de se retrouver comme autour des événements d'octobre 2014. Mais je ne crois pas que ce soit un programme politique pertinent pour justifier que les uns et les autres se retrouvent dans la situation. Moi, je crois plutôt que c'est des calculs, effectivement. Chacun voulant survivre au contexte politique qui est très difficile actuellement, parce qu'aujourd'hui, faire vivre un parti, c'est extrêmement difficile. Ça, il faut le reconnaître. Bon, il est préférable d'être à côté du pouvoir, bénéficier des subsides de l'État pour le faire. Parce que, étant entendu que le jeu politique lui-même est déséquilibré par ce fait-là. C'est-à-dire que les partis au pouvoir
utilisent les moyens de l'État en toute impunité pour faire la politique. Ce qui n'est pas normal, ce qui défavorise ceux qui restent à l'opposition, mais veulent faire de l'opposition et qui donc n'ont pas ces moyens-là pour faire la politique. Donc automatiquement, chacun se dit, mieux vaut donc aller se servir, puis c'est un plat commun, il faut aller se servir, et c'est ça qui peut justifier. Mais moi je dis le plus important, ce n'est pas le nombre qu'il faut voir, il faut plutôt travailler la qualité. On peut être à l'opposition et puis vivre pleinement son opposition, c'est-à-dire être un parti entier qui participe effectivement à l'animation de la vie politique, qui participe effectivement à tout ce qui peut faire avancer le pays. Parce que ce n'est pas forcément en applaudissant le pouvoir qu'on aide le pays. On peut être à l'opposition, faire des propositions constructives, faire des critiques qui permettent d'améliorer ce que l'action gouvernementale. Moi, je pense que c'est dans ce sens qu'il faut plutôt voir les choses plutôt que dans le nombre. Ce déferlement est peut-être lié à quoi? L'UPC étant parti de l'opposition, est-ce que quelque part on peut lier ça au fait que l'UPC soit parti? Parce que quand le lion quitte la forêt, et bien sûr, beaucoup d'animaux peuvent suivre. Hein. Vous savez, s'il faut réfléchir sur les critères en fait de ces regroupements-là, moi je dirais que ces critères sont tout sauf l'idéologie. Hein. Parce que notamment le front qui s'est constitué en 2014, c'était contre des antivaleurs, mais ce point de vue, on a eu tout le monde. Maintenant, et c'est vrai que quand on parle de l'UPC, mais je vous rappelle quand même que je pense que l'UPC est resté dans l'opposition pendant au moins une décennie. Hein. Donc, il a dû créer beaucoup d'alliés. Et on doit beaucoup, en fait, au poids de l'UPC dans la réorganisation de l'opposition. Ceci étant, moi, je vois l'opposition en tant que contre-pouvoir. C'est nécessaire. Au même titre que la société civile, dans un État normal, on doit avoir ceux qui dirigent et ceux quand même qui veillent et qui donnent des critiques et pour recadrer les autres. Et de ce point de vue, il y a quand même matière à être inquiété si on a l'impression que c'est déséquilibré. Mais non, là je dirais que la configuration actuelle, vous avez par exemple le ténor du CDP, le CDP quand même qui est un parti qui a avec 20 députés. Qui ont dirigé quand même le pays pendant plusieurs années, ils ont de l'expérience dans le faire et le savoir-faire et peut-être même dans l'observation et la critique. Donc, de ce point de vue, on ne peut pas dire que vraiment l'opposition est mal lotie. Donc, ceci étant, on ne reste pas aussi indéfiniment dans l'opposition. Ce sont des étapes. D'accord. Alors, on va continuer, mais on voit par exemple qu'il y a aussi des mouvements de va-et-vient. Ici, à l'opposition, il y a des anciens de l'opposition qui sont passés à la majorité. Mais il y a aussi à l'opposition, à la majorité, ce qu'on ne comprend pas, c'est rare. Mais Étienne Traoré, par exemple, quelqu'un comme Étienne Traoré qui a rejoint, disons qui a rejoint en quelque sorte l'opposition. Le professeur Étienne, c'est le professeur Étienne, hein, tout entier, droit dans ses bottes. Vous savez qu'il fait partie en fait de la génération de ceux qui se sont engagés, du moins, c'est l'image qu'il a donnée et que moi j'ai toujours gardé de lui. Des convictions. Des convictions, des principes, et des trucs, voilà. Maintenant, il se peut qu'il ne se retrouve pas dans tout ça. Il avait fait aussi beaucoup de critiques. Il a sorti plusieurs fois, 2016, 2015, et il a même fait une lettre ouverte. Tout à fait. Voilà, donc il ne garde pas, comme on le dit, sa langue dans sa poche. Quand il faut dire, il dit. Alors, le CFOP s'est un peu activé ces derniers jours. Il y a le cas de concertation à la convocation donc, du président du CFOP, Idi Komboigo. Le cas de concertation devait être mis en place, etc. Est-ce qu'on peut dire que chacun prend ses marques maintenant avec aussi, est-ce que quelqu'un comme Étienne Traoré qui se positionnerait peut-être à l'opposition, ça pourrait aussi apporter encore plus? Oui, du point de vue peut-être idéologique, mais bon, comme le doyen l'a dit tout à l'heure, le gros problème c'est qu'au Burkina on ne fait pas la politique par conviction, ce n'est pas des questions d'idéologie aussi. Parce que de toutes les soi-disant écoles censées former des individus qui ont une logique de conquête et de gouvernance de pouvoir d'État, aucune de ces écoles et instituts au Burkina Faso n'a fabriqué quelqu'un qu'on peut indexer du doigt. Et quand vous suivez certaines interviews, on vous dit quoi? Je suis venu en politique par hasard. Donc, dans un pays où on vient en politique par hasard, c'est logique. Non, la configuration, c'est la qualité, d'après notre ami de l'autre côté qui disait que c'est la qualité de ta musique là. C'est la qualité, c'est la qualité de votre vision. C'est la qualité de votre vision dans la formation des individus
pour donner de la qualité, pour donner une certaine offre politique de qualité. Parce que c'est de cela aussi qu'il s'agit. Est-ce que vous voyez, la plupart des structures censées former donc, des gens pour non seulement faire de la politique comme on l'aurait souhaité. Je disais tantôt que quand vous prenez la plupart de ces 25 dernières années, on voyait tous ceux qui ont dirigé la France, ou du moins on les voyait venir parce que c'était des étudiants de l'ENA, c'était des étudiants de Sciences Po, etc., etc. Et chez nous ici, là, même les UFR comme UFR, SJP, sciences juridiques et politiques, là, ne mettent pas sur le terrain des hommes politiques qui ont même la capacité de conquérir et de gérer le pouvoir. C'est une question de business, la politique sous nos cieux. Donc, ce qui fait qu'effectivement, si je me suis opposé et que maintenant, ça ne va plus, mais qu'est-ce que je fais? Je rejoins la majorité. Cette course vers la majorité, je suis d'accord avec le doyen Lengani, que les gens partent pour chercher. C'est la soupe. Voilà, parce que justement, c'est difficile, parce qu'il nous reste encore 5 ans. Et qui sait qu'il n'y aura pas une reconfiguration de l'échiquier politique après 2025. Donc, il faut déjà chercher les ressources. Voilà, en attendant, parce que la triste réalité aussi au Burkina Faso, les gens ne savent pas ne savent pas vous faire du cadeau, parce que hier, quand vous arrivez à faire quelque chose hier et qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à faire, on vous en veut beaucoup. Voilà, et on sait aussi que quand on est responsable d'un parti politique, derrière soi, on a des gens aussi qui... La charge sociale. Voilà, il faut aussi grouiller pour que des cadres intègrent le pouvoir d'État, il faut nommer des chargés de mission, marcher par-ci, par-là, pour espérer que demain, quand on va retourner vers les populations, on va dire « Ah, c'est vrai qu'il n'a pas eu le temps, mais il a permis à telle personne d'être ici. » André Geneboudou. Non, les gens ont dit exactement ce qu'il fallait dire. Écoutez, les gens ne s'opposent pas par rapport à une idéologie. Je voudrais éclairer ce que nous venons de dire par la question de l'éducation. Par exemple, la question de l'éducation. Par exemple, il y a des gens, par exemple, les libéraux vont dire l'éducation est comme une marchandise que l'on vend au plus offrant. C'est ceux qui ont de l'argent qui achètent la bonne éducation. Par exemple, les communistes vont dire non, l'éducation est un bien social qui fait que chaque enfant du peuple a droit à une bonne éducation. Voici deux visions qui s'opposent. Je vois un communiste, parce que quelqu'un d'autre a passé de l'autre bord, prendre armes et bagages, aller rejoindre, pendant qu'il est encore convaincu que l'éducation est un bien social où tous les enfants du bas peuple ont droit à l'éducation. Aujourd'hui, là... Il réunit donc son idéologie. Aujourd'hui, il n'y a pas d'idéologie. Aujourd'hui, je dis encore, je n'arrive pas à comprendre que le CDP soit de l'opposition. Parce que c'est le petit frère du MPP, ou bien c'est le grand frère du MPP. L'UPC, à la limite, il se combattait. Mais c'est le petit frère aussi de l'ODP-MT, tout ça là. Je veux dire, cette affaire d'opposition, pas opposition là, c'est de la poudre aux yeux. Et encore une fois, les Africains qui veulent être flattés, non, qu'à se laisser flatter. Mais aujourd'hui, au Burkina, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. Tout le monde est dans le même sac. On est dans une situation simplement de rapport de force, de positionnement en fonction des rapports de force, que d'idéologie contradictoire. Tout à fait, c'est ça. Et puis, bon, je voudrais dire deux choses. Bon, la première, c'est que le MPP ne doit pas être content de cette situation. Pourquoi? Qu'il y ait beaucoup de gens qui... Oui, que tout le monde veut venir chez lui. Le MPP ne doit pas être content de cette situation. Bon, on l'a déjà vu parce qu'il y en a qui ont été admis à la PMP et d'autres non. Oui, il y a la liste, il y a des gens qui ont été déclarés. Tout à fait. Bon, on sait même pas, il faut qu'on nous explique ça. Grand frère, c'est quelle base? Là où il n'y a même pas de logique, vous prenez des partis politiques, juste après la proclamation des résultats, ces partis politiques-là font des conférences de presse pour dire que non, on n'est pas d'accord, il y a eu fraude, etc., etc. Et puis, on avait donné une date pour déclarer. Mais tous disent que c'est au nom de la réconciliation nationale. Donc, voilà, et si au nom de la réconciliation nationale, on sacrifie un certain nombre de valeurs et de convictions, moi je me pose des questions. Parce que la réconciliation nationale, je disais à quelqu'un hier soir, que tous les acteurs politiques, cette génération de nos aînés-là, s'ils s'enferment à 10 heures à Kosiam, y compris le président Blaise Compaoré et autres, ils s'enferment, d'après comme Laurent Gbagbo l'a dit, là, ils s'enferment à 10 heures. À 14 heures, la réconciliation, c'est fini. Et puis on passe à autre chose. Je veux dire quoi? Aujourd'hui, l'UPC est à la majorité, c'est ça. Ça veut dire que vous arrivez à suivre, c'est un peu comme
un truc que vous suivez. Vous n'arrivez même pas à suivre la logique même des partis politiques, la logique interne même à ces partis politiques. On s'embrouille, quoi. Voilà, et non seulement ils s'embrouillent, ils embrouillent les Burkinabés. Donc, pour continuer, je disais que le MPP ne devait pas être content parce que, bon, si vous voyez, la plupart du temps, ce sont les cadres à l'intérieur des partis qui poussent les directions à aller vers le pouvoir. Parce qu'ils disent pour se protéger eux-mêmes et pour avoir la chance d'être nommés. Ça veut dire quoi? Que si tu n'es pas au pouvoir, tu n'es pas dans le pouvoir, dans les environs du parti au pouvoir, quelle que soit ta compétence, tu ne seras jamais quelqu'un. Mais est-ce que ça aussi, ce n'est pas une politique, une très mauvaise politique que ça, nous avons ici? C'est-à-dire que ça, je dis. où on est gagnant, on gagne tout. Où on est perdant, on perd tout. C'est ça, je dis, s'il vous plaît. C'est ça, je dis, que le MPP doit être content que les gens courent vers lui. Parce que ça veut dire qu'il a échoué quelque part. Ensuite, il y a aussi même les opérateurs économiques, même le secteur informel, qui sont dans les partis d'opposition. Bon, ils se disent, bon, si vous ne partez pas au pouvoir, là, nous, on n'a pas de marché. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque part, donc, les partis au pouvoir, c'est le MPP aujourd'hui, hier, c'était d'autres, ne jouent pas effectivement le rôle qui doit être le sien. Donc la question, ce n'est pas l'idéologie, mais c'est la violence. Oui, c'est une question de violence politique. C'est ça en réalité. Et ensuite, je voudrais ajouter que si vous prenez les 82 qui sont au pouvoir là, mais il y a des gens, quand vous les écoutez, hors micro, mais ils sont plus virulents même que le CDP envers le MPP ou le président. Donc c'est pour dire que c'est... En gros, comme je suis d'accord avec André Jean pour dire que ceux qui veulent se laisser berner n'ont qu'à se laisser berner, mais les réalités sont... Est-ce qu'il faut refaire le paradigme démocratique chez nous pour ne pas qu'il y ait de l'insécurité politique et que l'opposant soit, s'il a des compétences, soit aussi promu comme on fait aussi. Ça nous renvoie au concept en fait de la démocratie formelle. Nos démocraties sont des démocraties formelles où vous avez un État qui se confond aux partis. Et à partir de ce moment, comme par exemple la promotion, normalement pour faire une promotion, si vous êtes un agent de l'État, vous n'avez pas besoin, il y a des critères de compétences, ce n'est pas des critères politiques. Bon, maintenant quand on est dans un parti État qui dit pas son nom, voilà tout l'État, ce sont des tares en fait. Donc la peur d'être en insécurité, ou disons l'insécurité politique pousse donc à ce jeu, à ce micmac qu'on voit sur la scène politique. On a passé 15 ans à faire le débat politisation de l'administration. C'est ça. D'accord. C'est ça le problème. Et on sait aussi que les partis politiques puisent dans l'administration. Merci. On va... Même la chefferie traditionnelle est rentrée dans ça. Pour se protéger contre qui? Pour se protéger contre le grand pouvoir, le pouvoir réel, le pouvoir financier, le pouvoir économique est détenu par le pouvoir d'État. Merci à vous. On termine avec le sujet malien, donc le sujet concernant la justice au Mali, abandon donc de la procédure contre le général Sanogo qui était poursuivi dans le cadre de l'assassinat donc de 21 commandos, béret rouge comme on dit. Alors, oui, béret. D'accord. La procédure s'est arrêtée sous la base donc de la loi d'entente nationale qui a été donc votée au Mali, où toutes les procédures donc, qui ne font pas l'objet de crimes contre l'humanité sont arrêtées pour réconcilier le Mali. Et les victimes aussi se sont engagées tout simplement à se faire indemniser contre l'arrêt des procédures. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Évariste Konsebo, modèle de réconciliation, impunité quand même. Hein. Oui, c'est ce qu'on dit, des gens crient impunité, injustice, mais c'est finalement la loi et la justice, c'est quoi? D'abord, ça ne tombe pas du ciel, ça ne vient pas de la cuisse de Jupiter, comme j'aime le dire. C'est les hommes en société qui s'organisent et qui s'entendent. Et c'est une entente, c'est un protocole d'accord où l'État et puis les victimes se sont entendus. Et le procureur n'a fait que prendre acte. Et puis finalement, ils ont trouvé une façon de régler le problème. Maintenant, c'est vrai, parce qu'il y a des contestations, hein, il y a des structures qui veulent porter l'affaire en dehors des juridictions nationales. Bon, mais là, c'est un autre débat, mais ce qu'il faut retenir, c'est un modèle pour régler des conflits et avancer. D'autant plus que vous êtes dans un pays... Alors, le sujet est très, très délicat, parce qu'il s'agit d'armées. Vous avez des bérets verts et des bérets rouges qui se sont opposés. Actuellement, je pense que ce sont les bérets verts qui sont revenus. Ils ne vont quand même pas condamner leurs... le général ou le capitaine Aya est un béret vert. Donc, bon, et en plus, ce n'est pas l'occasion pour eux de diviser leur armée dans un contexte d'insécurité exacerbée. Donc, est-ce que ce n'est pas la raison peut-être qu'il faut
faut faire valoir en pareille circonstance. C'est ce que je pense. Ouais, moi, je pense que cette décision-là est venue du fait que aujourd'hui, on sait que ces bérets verts-là ont la commande donc, du pouvoir d'État et c'est un de leurs éléments, comme on aime le dire, ils ne vont pas le lâcher. Maintenant, je pense que c'est au-delà donc, de cette libération. Je pense qu'il faut aussi construire quelque chose de façon structurelle. Faire en sorte que quand ces genres de situations n'arrivent plus, voilà. C'est vrai qu'il y a des décisions pour faciliter les choses, pour qu'on puisse avancer, mais après aussi, il faut qu'on mette en place des soupapes de garantie pour que, en tout cas, on n'en arrive pas encore à ce genre de situations. La non-répétition. Voilà, la non-répétition, parce que le problème, c'est à ce niveau-là. Au-delà de ça, je pense que le Mali a trop de problèmes actuellement pour qu'on ne passe pas à autre chose. Alors, André Ioudo, il y a la question de l'impunité, mais là, il semble que ce sont les familles des victimes qui ont conclu un accord avec le gouvernement pour que cette loi-là soit prise et qui peut donc abandonner les charges ou les poursuites contre les éventuels ou les potentiels auteurs. Mais là, la question ici, c'est que en dehors, bien sûr, de l'État, en dehors donc, des familles qui sont donc les premiers concernés, il y a d'autres structures, par exemple, qui estiment qu'il y a l'impunité et qui disent on ne pourrait accepter cela. Est-ce que, dans le cadre de la réconciliation, est-ce que le vrai problème ne vient pas donc de ces organisations ou de ces acteurs qui ne sont pas directement liés à ces affaires? Non. La première des choses qu'il faut dire, c'est qu'une fois que quelque chose a été commis, par exemple, une fois que vous avez versé votre eau par terre, cette eau ne peut pas être ramassée, quel que soit ce que vous faites. La seule façon d'avoir de l'eau encore, c'est soit d'aller chercher de l'eau ou bien de creuser un autre puits. Je sais que quel que soit ce qu'on va faire, il y aura toujours quelqu'un qui va dire « moi, je ne suis pas d'accord ». Mais vous savez, la paix, ce n'est pas en faisant toujours la guerre qu'on obtient la paix. Quelqu'un a dit « on peut faire la paix, mais elle a aussi autant besoin de moyens que la guerre ». Or, les gens donnent plus de moyens pour faire la guerre que de moyens pour faire la paix. Je dis, dans un pays où on dit, pour nous, la paix est plus importante que la guerre, tout ne peut pas être fait selon les mécanismes qui amènent à la guerre. Je dis, aujourd'hui, c'est vrai, il est arrivé un moment donné où les bérets verts ont commis des crimes sur les bérets rouges. C'est vilain, c'est pas bien, ça ne doit plus se répéter. Mais si le Mali en tant que tel et en tant que pays a besoin de son unité et de sa paix, je dis il y a des choses qu'on doit se mettre d'accord pour dire c'est vilain, la paix est guérie. On a une cicatrice qui est vilaine, mais peut-être que c'est mieux de porter un pantalon pour cacher la cicatrice au lieu de l'exhiber toujours. Je dis cela, je ne cautionne pas l'impunité. Je ne dis pas que les gens doivent continuer à dire ce qu'ils ont fait, on passe par perte et profit. Mais si l'intérêt supérieur du Mali et des vivants du Mali sont à un moment donné très importants que les Maliens doivent dire mettons-nous d'accord pour effacer ce qui s'est passé pour qu'on puisse le vivre ensemble, moi je n'ai pas de souci avec ça. D'accord. Alors, on regarde par exemple qu'ici au Mali, les familles ont signé avec le gouvernement du Boubou Cissé. Par exemple, pour les soldats, c'est 15 millions de francs CFA. Pour les caporaux, 20 millions, pour les sergents-chefs, 30 millions. Et la loi propose donc de prendre en charge les enfants de ces défunts, de ces personnes-là, comme des pupilles de la nation, et puis des funérailles nationales, un ensemble d'éléments. Et puis, et les familles se sont... La question, c'est que les organisations de défense des droits de l'homme estiment que c'est de l'impunité et que voilà, ça ne pourrait pas avoir... Je n'avais pas répondu à la question, mais je pense que l'Afrique a besoin de se retrouver. Chaque pays a besoin de se retrouver. Les organisations internationales qui sont à l'extérieur de nos pays, qui nous aident, c'est bien. Mais je pense que ces organisations extérieures-là, qui sont là-bas et qui envoient le feu là, eux, ils sont là-bas. Il faut laisser les gens pleurer leurs deuils et leurs morts et se retrouver et vivre en paix. Il n'est pas nécessaire tout le temps. Je sais que c'est leur gombo aussi qu'ils sont en train d'activer. Mais souvent, les organisations internationales allument les feux en Afrique qu'eux-mêmes ne peuvent pas éteindre.
Et bon, moi, j'ai milité activement dans le développement, dans les droits humains, mais à un moment donné, il y a des gens qui vous poussent à faire des choses parce qu'eux-mêmes, ils ont intérêt à ce que ça continue. D'accord. Alors moi, je pense que ça repose encore la question de notre indépendance et c'est ce à quoi les chefs d'État de la CEDEAO là doivent réfléchir. Je suivais la fois dernière la Chine qui a fait une étude sur l'évolution des droits humains aux États-Unis. Voilà. Si les gens ils peuvent créer, on est d'accord que ce sont des organisations du point de vue des résultats engrangés, on peut se satisfaire, mais après aussi, il faut qu'on essaie aussi d'avoir aussi un certain nombre d'autonomie. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, il y a des partenaires avec le mouvement burkinabé des droits humains, etc., etc. Chez nous ici, et au Mali aussi, il y a une organisation pareille. Mais les gens, ils font Human Rights Watch. Là. Nous, on fait aussi Mali ou bien Burkina Rights Watch. Et puis, puis c'est souvent des outils aussi, quoi qu'on le dise, hein, c'est souvent des outils aussi de contrôle politique. Hein. Voilà, il y a des organisations qui sont faites comme ça pour présenter l'image de certains pays, pour présenter l'image. Alors que quand on a des problèmes, quand on leur demande de nous aider à résoudre ces problèmes-là, ça, ce n'est pas leur préoccupation. Mais c'est d'activer, il y a telle convention, il y a telle chose, tel test au niveau international qui dit ceci, cela. Je pense que, comme le doyen l'a dit, il faut qu'on aille, pour ce qui est le cas du Mali, on peut saluer. Quand on regarde ça aussi, est-ce que ces organisations ont forcément tort? La justice, ici, n'est pas rendue. Même si c'est dans le cas, bien sûr, d'une entente nationale, est-ce que n'aurait pas été mieux qu'il y ait quand même la justice et que l'entente se fasse ou ait ses effets plus tard? Là, comme ça, est-ce qu'on peut considérer que voilà, on peut tuer et puis il n'y a rien? Ben moi, je suis étonné quand on parle d'impunité dans cette situation. La justice, c'est quoi? C'est ça la grande question. Si la justice, c'est faire faire comme eux le veulent, c'est-à-dire faire un procès, condamner des gens à mort ou à des peines à perpétuité ou ceci ou cela, ça c'est leur justice, c'est leur manière de voir la justice, une justice caricaturale, qui n'oublie aucune valeur sociale en réalité. Mais quand des gens s'entendent et que le juge entérine, mais c'est la justice. C'est un juge qui a dit qu'il arrête les procédures. Ce n'est pas un maçon. C'est un juge qui a dit j'arrête les procédures. Donc c'est la justice. Il n'y a pas impunité. Étant entendu que les familles, c'est vrai que ce n'est pas la justice telle que certains le voudraient. Mais cette justice-là, est-ce qu'elle est universelle? Je ne crois pas. On a tenté de nous faire croire qu'elle est universelle, mais ce n'est pas vrai. Ça ne concerne qu'une partie de l'humanité, une partie du monde. Les Chinois, ils ne font pas la justice telle que les Américains la font. Les Américains, et même, si vous prenez l'Occident, la justice américaine, mais elle n'est pas la même que la justice en France. En Amérique, tu peux tuer quelqu'un et puis tu t'entends avec le juge. Vous négociez les peines. Oui. Et ça, c'est de la justice. C'est de la justice, ça. Si tu veux regarder, si tu veux comparer à ce qui se passe en France, où tu dois être le procureur, c'est le procureur, c'est le juge d'instruction qui mène les enquêtes et qui chargé à décharge. En Amérique, ce n'est pas comme ça. Mais pourtant, on ne parle pas d'impunité là-bas. Et puis, je voudrais aussi ajouter que c'est nous-mêmes qui donnons le bâton pour qu'on nous flagelle. Je prends un exemple. Très rapidement. Oui, très concret. Le président Guy Loris, pas son âme. Et son coup de temps, on le sait, il a passé par arme, il a trucidé rapidement les 3 présidents qui l'ont précédé. C'est ça. Hein? Il les a fait tuer, assassiner. Et c'est le même président Loris qui, chaque année de son vivant, venait au Burkina Faso ici, dire aux gens justice pour Thomas Sankara. D'accord. Bon, si ça, ce n'est pas de l'hérésie. Si ce n'est pas de l'hérésie. Et il y a des gens qui vont applaudir ce monsieur-là en faire un héros. D'accord. Ça ne va pas. On passe la parole à Évariste Conseil. Toujours sur le cas du Il y a Mali. plusieurs justices et je pense qu'il faut laisser chaque pays définir ses propres règles. Et ceci étant que, en fait, moi je suis un peu gêné parce que d'abord l'affaire concerne le bourreau et puis les victimes. Si les bourreaux et les victimes s'entendent, l'État bien sûr garant et tout,
Bon, moi je ne sais pas, mais ce n'est pas la règle. On essaie de nous faire croire que c'est la règle. Ce n'est pas la règle, c'est qu'à un moment donné, il y a un blocage quelque part, et pour pouvoir tourner la page, parce que comme on dit, c'est pour les vivants, ce n'est pas pour les morts. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien trouver une formule pour avancer. Et même ça, là, on peut dire, par exemple, ce qui s'est passé, les gens crient à Rousseau le Baudet. Monsieur Simon et monsieur Zéphirin ont dit, on se faisait la bagarre, on s'est entendu. Les gens disent, non, il ne faut pas vous entendre, parce que si vous vous entendez, ça ne nous arrange pas. Mais attendez. Merci beaucoup. Non, André, il y a des gens qui vivent aussi. merci beaucoup. C'est ça surtout. Merci pour vos différents avis. Merci. On est donc au thème de cette émission. Je voulais juste qu'ensemble ici, on présente toutes nos marques de compassion à Inoussa Ouedraogo, que vous connaissez bien, directeur de publication de Bendre, donc, qui a perdu sa maman il y a 48 heures de cela. On lui adresse donc toute notre compassion, toute la console de l'équipe ici. Courage à lui. Merci à vous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous, mais bien avant, bien sûr, je vous représente mes invités. Alors, Isaka Lengani, donc Lengani est directeur de publication de l'Opinion et des journalistes. Merci Lengani d'être passé. Et puis Kietga Blaise est donc le directeur de publication de YAM Info. Merci d'être passé. Et puis André-Eugène Ilboudo est le directeur de la radio des écoles, dernier invité. Sur ce plateau, Évariste Faustin Konsebo, chroniqueur média, président donc, du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme et premier porte-parole du FORAC, le Forum alternatif des citoyens. Merci à vous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous pour un autre numéro de Presse Éco dimanche prochain, si Dieu le veut.